Bonjour, je m'appelle Laurence Camilleri, je suis reporter citoyenne. Il y a encore quelques années, on ne pouvait absolument pas parler de ce sujet ultra sensible, l'ultime tabou, la pédocriminalité, sans se faire traiter de tous les noms. Aujourd'hui, la parole se libère grâce aux victimes, à quelques personnes connues, moins connues, et surtout à une petite poignée, je dis bien une petite poignée de journalistes qui osent briser le silence. Pierre Barnerias, bonjour. Bonjour Laurence. On est ici dans un espace qui vous est cher, le cinéma. Vous dites vous-même que c'est le dernier espace de la liberté d'expression. Pourquoi? Ben, pour l'avoir vécu et expérimenté, il y a 5 ans, je sortais un film qui a été censuré en 24 heures chrono, qui a été l'objet d'un lynchage médiatique, mais inouï, auquel je ne m'attendais absolument pas, et que si ce film était sorti dans les salles de cinéma comme c'était prévu, il y aurait eu zéro polémique. Pourquoi? Parce que je pense même que, et ça j'ai la faiblesse de penser, que si ce film était sorti en salle, était resté dans les salles, je pense même que le cours des choses aurait été sincèrement différent. Il n'y aurait pas eu cette vaccination de masse qui fait qu'aujourd'hui, on meurt plus après vaccination qu'avant vaccination. Donc oui, c'est un vrai problème d'information. Vous sortez quand même de l'ancien monde du journalisme. Pendant 25 ans, vous avez travaillé pour les plus grandes chaînes de télévision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la bascule entre cet ancien monde du journalisme et aujourd'hui cette trajectoire depuis 10 ans que vous menez au cinéma? J'ai eu la chance d'être rédacteur en chef d'une agence de presse et j'ai été sidéré de voir qu'il y avait des sujets qui passaient pas. J'avais proposé notamment un sujet sur les médicaments tueurs, ça a été non. Un sujet sur le clonage humain, ça a été non. J'avais proposé un sujet sur la pédophilie avec ma consoeur Laurence Beneux. Le titre s'appelait «La France, l'Eldorado des pédophiles». Ça passait pas et ce qui était aussi intéressant, c'est que, on avait réussi à vendre un sujet sur la pornographie, à qui appartient, tous les sex shops et les peep shows de Pigalle, et ça a été vendu, acheté par M6, mais ça n'a jamais été diffusé. Ça a été programmé 3 fois et déprogrammé 3 fois. C'était intéressant de savoir à qui appartient, tout ce monde du porno et des peep shows à Pigalle. Donc là, Ben, qu'est-ce que ça n'a vous avez pas plu. dit? Ben là, je me dis qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler, et ça, moi, journaliste, c'était pas possible. C'était pas possible, et donc à un moment donné, c'est vrai que j'ai toujours aimé le cinéma. J'ai souvent regardé des documentaires. C'est une écriture différente, mais l'avantage du cinéma, c'est que vous êtes libre, et pour moi, la liberté, elle est au-dessus de tout. Alors la difficulté, c'est que vous passez votre temps à chercher de l'argent, et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai tout de suite trouvé des gens qui me faisaient confiance parce qu'ils avaient vu mes films à la télé, et puis ils voyaient que voilà, que ça il y avait, c'était des beaux documentaires, et donc j'ai pu comme ça, bon an, mal an, réussi à trouver de l'argent pour faire des films. Ça n'a pas été simple parce qu'encore une fois, le cinéma, vous êtes libre. C'est une œuvre, d'artiste, mais la contrepartie, c'est que vous passez votre temps à chercher de l'argent. Et justement, vous auriez pu tout à fait rester, on va dire, tranquille derrière une caméra à présenter le JT de 13 heures, mais vous avez choisi. Non, je pense pas que j'aurais présenté le JT de 13 heures, parce que j'étais incapable de faire de la présentation. De toute façon, j'avais refusé d'ailleurs de présenter les journaux sur LCI quand j'y étais. Donc voilà, c'est Vous avez fait le choix donc de la liberté d'expression. C'est vrai qu'avec ce film dont vous avez parlé tout à l'heure, Hold Up, que vous avez sorti en 2020, qui a fuité sur les réseaux, là, on vous sort quand même un carton rouge. La presse avec qui vous avez travaillé pendant 25 ans, vous traite de certains mots qui sont aujourd'hui devenus des étiquettes que vous trimballez avec vous. Est-ce qu'on peut revenir sur cette étape justement qui a aussi marqué, je pense, votre vie, de journaliste, de réalisateur aussi bien sûr, bah, et intime peut-être aussi? parler d'un carton rouge, bah, c'est un carton rouge, mais l'arbitre était complètement dingue. Parce que le carton rouge était complètement, incongru, était complètement, faux. C'était un carton rouge mensonger, et c'est vrai de me voir affublé de par des gens qui n'ont jamais fait de reportage, qui n'ont jamais fait d'enquête, et je suis convaincu que les 3/4 des journalistes, même 99 des journalistes n'ont pas vu Hold Up. Ils ont juste lu une dépêche d'AFP qui m'assassinait avec des mots, des adjectifs qualificatifs qui sont juste incohérents avec une agence de presse attachée au factuel. Donc c'était un contresens, mais total. Donc je me suis fait affubler de quoi? De complotistes, con. Je savais même pas ce que c'était qu'un complotiste. Dénoncer les complots, très bien, mais un complotiste qui vit dans le Justement, des qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces personnes qui vous ont, ces détracteurs finalement qui vous ont reproché, la et traité de complotistes la par exemple? 1re question: «Avez-vous vu le film?» Ils n'ont pas vu le film. Ils ont lu des dépêches,
me traitant de complotiste, d'extrême droite et avec toujours les mêmes journalistes d'ailleurs. C'est intéressant et des journalistes qui ont des accointances avec des f notamment une femme politique qui elle, a fait a fait le tour de toutes les rédactions pour flinguer ce film en 24 heures. Ils ont eu une semaine pour préparer, leur article pour assassiner le film, sans même appeler le réalisateur, ce qui est déjà une faute Oui, professionnelle. j'allais vous dire, est-ce que vous avez eu un droit de réponse? Un droit de quoi? De réponse? Ben non, le but c'était pas que je réponde à quoi que ce soit, le but c'était de m'enterrer. M'enterrer, voilà. Hold Up, ça n'existe pas. N'allez surtout pas voir ce film, comme disait Ilona Sicurel pendant 15 minutes, n'allez pas voir ce film, il y a rien. «Ah bon? Mais pourquoi vous êtes en colère comme ça madame? Qu'est-ce qui se passe?» Et dont on s'aperçoit après que, cette femme-là est la tante d'un journaliste très connu, sur les ondes de France Inter. Donc, ouais, il y a des collusions, il y a des compromissions, il y a une corruption qui est juste énorme. Et grâce à ce film, en fait, grâce à ce film, bah, j'ai réalisé que, bah, mon intuition de quitter la télévision pour aller au cinéma était la bonne. Ces détracteurs qui ne sont pas que la presse également, ont dit que vous vous servez de sujets, de polémiques pour vous faire de l'argent. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Si j'étais vraiment intéressé par l'argent, mais je ferais autre chose. Je ferais pas des sujets délicats quand vous savez que vous risquez de prendre des coups de bâton. Quand vous faites des sujets sur la pédocriminalité ou sur, les relations incestueuses, du Vatican, avec des sociétés secrètes, bah, non, bah, oui, vous prenez des risques. J'ai pris des risques, pourquoi? Pour me faire de l'argent. En tout cas, moi, ce qui me fait sourire, en même temps, ce qui m'attriste, c'est de se voir affublé de tels, anathèmes par des gens qui sont censés défendre la liberté d'expression. Moi, je cherche même pas, la liberté d'expression, je fais juste mon métier. Je fais juste mon métier, qui est quoi? Qui est celui de montrer et non pas de démontrer. Et pour revenir à ce fameux film-là dont vous avez parlé tout à l'heure, j'avais juste envie de réhabiliter le virus dans ce qu'il est, non pas dans ce qu'il est éventuellement devenu. Bah, voilà, on ne déclare pas la guerre à un virus, c'est un En muscle. fait, il y a une petite spirale. Le complotisme, l'extrême droite, on vous traite aussi d'avoir des enfin, on dit que vous avez des idéologies d'extrême droite. C'est Là, vous répondez quoi ça à ce genre de propos? mais ça, c'est fabuleux. Extrême droite. Alors, je l'ai déjà dit, donc je le répète, ça fait plus de 14 ans que je ne vote plus. Je vais pas voter contre quelqu'un, je vote pour quelqu'un et j'ai jamais vu enfin, la classe politique aujourd'hui, c'est juste une catastrophe, un effondrement, c'est un gouffre, c'est abi j'ai pas de mots pour la qualifier aujourd'hui tellement je suis dégoûté de ces gens-là qui parlent pour ne rien dire et pour nous détruire. On est en guerre aujourd'hui, on va partir en l'homme a détruit 220 millions de personnes au XXe siècle. Là, on s'apprête à on est apparemment, on est effectivement, on n'est plus en guerre contre un virus, on est en guerre contre l'humanité et on est à la veille de l'extinction de l'espèce humaine et tout le monde s'en fout, avec des dirigeants qui nous disent: «Allons en guerre, allez, on va se faire une petite guerre contre la Russie ou contre un autre», j'en sais rien. Mais déjà, la guerre économique, elle est là, elle est sous nos yeux. Moi, je suis allé faire moi, je suis effaré, par exemple, de voir que les prix ont grimpé comme ça. Je Et les journalistes, vous allez faire vos courses ou pas? Vous réalisez pas qu'il y a que v pouvoir d'achat, là, ici il y en a plus. Il y a des raisons de s'inquiéter et en même temps, je me dis: «Bon, Pierre, continue de faire ce que tu sais faire». Moi, je sais faire que des films, que des enquêtes, que des documentaires. Derrière nous, au fond de cette salle de cinéma, on peut voir une affiche. C'est notre petit secret. Donc c'est votre nouvelle production réalisation qui va sortir prochainement. Vous avez une date peut-être? C'est dans quelques semaines. C'est une série, en fait, que j'ai commencée, en 2011 avec ma consoeur Laurence Beneux, qui est une journaliste d'investigation spécialisée dans la pédocriminalité. Elle avait sorti un livre en 2001, le livre de la honte, les réseaux pédophiles. Elle avait été, sans doute traitée de complotiste à l'époque. Aujourd'hui, ben, voilà, tout le monde dit: «Ben, oui, les réseaux existent». Ça met du temps quand même à arriver, hein. Il faut quoi, 25 ans pour s'intéresser à un crime horrible qui est le crime contre les enfants? Alors, on comprend que les journalistes de Libération soient un petit peu mal à l'aise pour parler de ça, puisqu'ils ont accueilli pendant 10 ans un chroniqueur judiciaire qui, voilà, qui a violé pendant plus de 10 ans un petit garçon, qu'il emmenait régulièrement à la rédaction, où tout le monde pouvait voir qu'il y avait quand même quelque chose qui tournait pas rond. Mais quand même, les autres journalistes, vous faites quoi? En fait, ce qui a été le déclencheur, c'est que je me suis intéressé, j'ai vu, je sais pas, en 2008, très tardivement, le reportage qu'avait fait Pascal Justice, qui était une journaliste,
Intègre, une grande, reporter sur France 3 qui avait fait, voilà, un sujet juste, bluffant, et qui méritait une suite. Parce qu'il laissait entrevoir effectivement qu'il y avait des réseaux derrière et qu'il y a pas eu de suite, parce que ça a été bloqué et moi j'ai été complètement, perturbé par ce reportage. J'ai voulu en savoir plus et c'est à la suite de ça que j'ai rencontré, Laurence et qu'on a décidé de creuser un petit peu, de continuer de faire l'enquête. Parce que Pascal Justice, elle a été arrêtée net dans son enquête, à la suite de la diffusion de ce film. Justement, vous avez démarré cette enquête en 2011. Aujourd'hui, on est en 2025. Est-ce que les lignes ont un petit peu bougé? Pour moi, non. L'un des, sujets s'appelle «Flagrant délit d'injustice» et c'est très, intéressant parce qu'on a un 52 minutes sur une affaire qui remonte à 1994 et un autre sujet du même acabit avec tous les dysfonctionnements judiciaires qui remonte à 2022 Mmh. et on va voir que, bah, c'est un co on fait un copier-coller, rien n'a bougé. Donc oui, c'est questionnant quand même. C'est questionnant en sachant que Pascal Justice avait en l'an 2000, 2001 je crois, sorti Viol d'enfant, la fin du silence, qui déjà disait des choses, juste, inentendables. Qu'un braqueur de banque aujourd'hui prend beaucoup plus de fait beaucoup plus de prison, qu'un violeur d'enfants pendant 10 ans quoi, qui a violé des enfants pendant 10 ans. Et Les quat quat 80 des plaintes pour viol sur enfants sont classées sans suite. ça, c'est une aberration. Ben, c'est la rien que ces chiffres-là, ça devrait intéresser toute la presse. Allez, on y va. Pourquoi il y a ces dysfonctionnements? Et c'est ce qu'on va montrer dans cette série avec 8 épisodes, c'est pas rien 8 épisodes. On va montrer qu'il y a un crime institutionnel. Ça va pas ensemble, hein. Dernièrement, votre film Les Survivantes a fini son cheminement dans les salles de cinéma. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez déjà tout dit dans ce film. Pourquoi remettre le couvert avec une série de 8 52 minutes? Avec une série donc qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est le slogan. Vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi après, cette série ne va pas plaire à tout le monde? Pourquoi remettre le couvert? Non, je remets pas le couvert, je me mets j'essaie de me mettre à table parce que on a commencé cette enquête, en 2011. On devait la sortir en 2022, au moins 3 numéros, ça n'a pas été possible. Donc là, on est en 2025. Je pense que voilà, 15 ans de maturation, 15 ans de vérification et là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux survivantes, les survivantes, c'est un hommage. Ce sont des femmes hyper courageuses Mmh. parce que s'accuser de meurtre, c'est pas rien. De parler à découvert, c'est pas rien. Il faut un courage inouï et là, l'idée, c'est que on va montrer que oui, il y a des réseaux organisés, structurés. La répétition n'est pas due au hasard. Il y a pas de hasard et là, ce qu'on va montrer, c'est qu'on va donner des preuves. Dans chaque sujet, chaque 52 minutes, on va montrer à la fin de chaque sujet toutes les preuves qu'on a et qui méritent d'être vues et entendues. Je reviens sur votre film Les Survivantes que j'ai vu, heu, dans une salle de cinéma avec une survivante et j'ai été, profondément touchée, émue, surtout à la fin donc lors du débat où une survivante, en fait posait la question s'il y avait des personnes dans la salle, hein, qui avaient subi les mêmes choses et là effectivement, il y a une, deux, trois personnes qui se sont levées et Mmh. notamment une personne qui a carrément, libéré son propre silence, si je peux dire ça ainsi. Hem, donc elle disait que grâce à ce film, elle avait retrouvé une espèce de mémoire, une mémoire sur ce qu'elle avait elle-même vécu. Donc en fait, ce film, que vous avez sorti pour, rendre hommage à ces 8 femmes, il y a quand même eu un impact en termes de libération de la parole. Est-ce que c'était un objectif que vous souhaitiez, accomplir avec ce film? Non, non, mon objectif, il était basique, c'était de 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 rendre hommage à des femmes exceptionnelles, voilà. Maintenant, de voir que ce film a libéré la parole, mais c'est oui, c'est bouleversant. Je pense que j'ai vécu mes plus beaux moments de réalisateur. Quand vous avez une salle de 1 750 personnes, notamment au Grand Rex, qui se lèvent, qui applaudissent pendant 10 minutes à tout rompre, 4 ou 5 survivantes qui étaient là et que vous avez 50 personnes qui se lèvent pour dire qu'elles aussi, elles avaient vécu les mêmes sévices, bah, c'est bouleversant, quoi. Amener un film comme ça au cinéma, c'est colossal. Alors que vous étiez blacklisté justement par le film Hold Up, donc il y a des salles qui ont refusé l'accès de ce film. Oui. Là, vous avez fait quand même enfin, j'ai vu les chiffres il y a pas très longtemps, vous avez fait quasiment plus de 40 000 entrées sur des séances quasiment uniques, Mmh. bon qui étaient remplies évidemment. Hem,
et le silence de la presse, pas un seul article. Je peux pas répondre à la place de journalistes qui se sont pas intéressés au film. Les 2 critiques de film qui étaient juste ubuesques, celle du Midi Libre, pour dire juste: «Elle a pas vu le film», j'en suis sûr, en disant: «Bah, voilà, c'est un film fait par un complotiste». Mais il y avait rien, il y a pas d'argument, il y a pas de vous voyez ce que je veux dire? C'est vide, c'est la transparence du vide chez ces journalistes et de voir qu'aujourd'hui, encore une fois, pardon de revenir à ça, mais de voir qu'aujourd'hui, vous avez des journalistes mainstream qui disent pour rappeler cette époque Covid: «Ah bah oui, mais on avait le droit, on nous a interdit d'en parler, il fallait surtout pas en parler». Mais change de métier. Si tu peux pas en parler, arrête d'être journaliste. Quitte ton poste tout de suite. Enfin, aujourd'hui, pardon, je regarde un petit peu les infos parce qu'il faut se tenir informé, heu, même si c'est du mainstream pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'information. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de justement de cette crise Covid et on ce que vous réveillez dans ce film Hold Up, ça commence à se révéler même sur les grandes chaînes. Il y a eu un documentaire il y a pas très longtemps sur France 5 qui parle des effets secondaires des vaccins, qui parle de cette crise qui a été quand même très mal menée par nos dirigeants. Donc ça commence un petit peu les dossiers commencent un petit peu à s'ouvrir. C'est peut-être lent, mais ça commence la vérité commence un petit peu à remonter. Ouais et puis moi, j'aimerais pas être à leur place, sincèrement. Mmh. Parce que sans la presse, je pense qu'il y aurait pas eu, des gamins aujourd'hui de 14 ans qui meurent de crise cardiaque. Oui, on sait que la presse a un grand rôle et puis justement Elle a donc eu le rôle elle a eu le rôle principal. et ce paradoxe, c'était que, finalement la presse amenait la peur et vous dans votre film, on vous l'a stoppé parce que justement vous disiez: «N'ayez pas peur». C'est le paradoxe. Mais encore une fois, quand vous lisez l'article de l'AFP de Julie Charpentras qui a été repris par toutes les rédactions de France et de Navarre, enfin d'abord c'est pas du journalisme, il y a des adjectifs qualificatifs qui sont indignes d'une dépêche d'AFP et les experts qu'elle met pour dénigrer un film dans lequel il y a 2 prix Nobel, ce sont les experts de pacotille. Enfin, c'est le niveau des experts qu'elle cite, c'est il y a rien, quoi. Des experts en complotisme, les mecs, ils ont même pas écrit un seul bouquin là-dessus. C'est juste, c'est effarant, en fait. Moi, j'avais vraiment une grande idée de l'AFP, hein. L'AFP, c'était Dieu. Moi, pour avoir jamais, remis en cause une dépêche d'AFP. Quand j'étais journaliste ou quand j'ai présenté les infos, que ça soit à France Info, sur RTL2, bah, tous les matins, je faisais le tri, je donnais des informations qui m'intéressaient, mais c'était que de l'AFP. L'AFP ou Reuters, mais c'est souvent l'AFP qui a le lead. J'ai jamais pensé à remettre en cause une dépêche d'AFP. Donc de s'attaquer à l'AFP, de voir que l'AFP, comment elle a détruit ce film en 24 heures quand même, hein, et de savoir qu'aujourd'hui que l'AFP est mise en examen pour diffamation sur Hold Up, ça devrait faire réfléchir pas mal de journalistes, quoi. Donc face à ces détracteurs, face à ces étiquettes qui vous collent un petit peu, sur la peau aujourd'hui, comment humainement, intimement vous avez traversé cette période, difficile? Et à l'époque, bah, je continuais mon enquête sur ces réseaux pédocriminels et d'abord, j'étais tellement surpris du matraquage médiatique en une journée, hein, et qui a duré quand même 6 mois. Et comme j'étais toujours avec ces histoires absolument incroyables, nauséabondes et j'ai pas de mots, hein, pour terminer et puis j'avais des femmes exceptionnelles ou des hommes exceptionnels également qui étaient des vraies survivantes et survivantes. Je me suis dit: «Bon, Pierre, accepte». Voilà, peut-être, un petit peu mon côté un petit peu croyant ou chrétien, accepte de prendre quelques claques qui sont complètement, illégitimes parce que Ça vous faisait relativiser justement? voilà, merci, vous avez trouvé le mot que j'avais du mal à à dire. Ça, ouais, ça m'a fait complètement relativiser, voilà. Et Et intimement, il y a eu un impact aussi dans votre vie, intime? ah bah, c'est évident, c'est Par évident. rapport à quoi, Bah, par clairement? rapport à ma famille, elle a été coupée en 2. «Pierre, qu'est-ce que tu as fait?» Je me souviens d'un collègue et aujourd'hui, je pense qu'il est ça y est, il a compris ce qui s'était passé, mais d'un ancien collègue de TF1, qui m'a dit: «Mais attends Pierre, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es un bon journaliste, qu'est-ce qui s'est passé avec ce film?» Je lui dis: «Philippe», c'est son nom, je dirai pas son «Tu as vu le film?» Puis il continuait: «Mais attends Pierre, tu es un bon journaliste, je te connais, enfin, puis pourquoi tu as fait ça? Philippe, tu as vu le film?» 3 fois. J'en ai conclu qu'il avait pas vu le film. Je dis: «Écoute, regarde le film et après on en reparle. Il est encore sur les réseaux, tu peux aller le voir, je te l'envoie si tu veux». Il avait pas vu le film et aujourd'hui, quand il a appris que l'AFP avait été mise en examen pour diffamation, il a commencé à réfléchir un petit peu en disant: «Mmh» et encore une fois, je veux dire que Est-ce que tout ça, c'est pas une question de temps?
Non, c'est pas une question de temps, c'est une Votre question de film, est-ce qu'il est pas sorti non, peut-être un non, peu non, avant, juste une question de pouvoir et c'est pour ça que je reviens au cinéma. Le cinéma a un rôle irremplaçable dans la liberté d'expression, dans le choix des films. Quand vous allez dans un cinéma, bah, vous êtes coupé des réseaux. Vous n'avez pas de téléphone. Vous avez avec vous, pendant 1h30, 1h40, 1h50, des spectateurs qui vont vibrer, qui vont essayer de comprendre une situation complexe, qui vont peut-être ressentir des émotions. Moi, les plus belles émotions de toute ma vie de journaliste et de réalisateur, je les ai vécues ici, dans cette salle, dans ces salles. mmh, C'est c'est magnifique. Ça, c'est le dernier contre-pouvoir. La mais presse, justement par c'est le rapport dernier pardon. contre-pouvoir, la presse n'est plus un contre-pouvoir. Elle s'est fourvoyée, elle est complice. Elle est complice de crimes, c'est énorme. Le cinéma, alors il y a des très, très bons exploitants et je remercie encore du fond du cœur tous les exploitants qui m'ont fait confiance parce qu'ils connaissaient mes productions. Ils avaient vu mes films, ce que n'ont pas vu les autres journalistes. Donc ils savaient la qualité de mes films et que j'étais pas un fou furieux, un type qui sortait de nulle part et qui avait, eu une crise. Quand vous voyez que l'AFP m'a présenté, comme, un 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 propriétaire, voilà, le type qui a fait Hold Up, Julie Charpentin m'a dit que j'étais celui qui était propriétaire, d'une chaîne YouTube Tana TV spécialisée dans l'au-delà. Autrement dit, un mec qui fume un petit peu et qui est barré. Mais vous voyez un petit peu le niveau de cette journaliste? Mais c'est pas du journalisme, c'est pas du journalisme. Donc oui, le cinéma, merci à eux, merci à tous les exploitants et c'est pas un appel du pied parce que là, cette série, elle va pas aller au cinéma. Justement, elle va aller où cette série? Où est-ce qu'on va pouvoir la retrouver? Elle sera de toute façon en VOD, c'est-à-dire sur des plateformes et je suis en contact avec des chaînes de télévision parce que je pense que cette série devrait intéresser les chaînes de télévision et puis on verra les réactions, c'est ça qui est intéressant. C'est comme la série quasiment terminée, on va dire à 90. Voilà et je vais leur montrer la série, «Qu'est-ce qu'on fait? Vous la prenez pas?» Je pense que c'est un vrai travail d'enquête, c'est un vrai travail de recherche et en plus un sujet qui est complètement dans l'actualité avec l'affaire Le Squarneck, quoi. Oui, donc vous arrivez, à point nommé. Je ne sais pas si j'arrive à point nommé parce que j'ai pas cherché à arriver en pleine l'affaire Le Squarneck, on en parlait en 2016, hein, dans «C'est notre petit secret» donc voilà, on Vous allez parler de cette affaire dans bien votre sûr, série? bien sûr. Je ne comprends pas comment l'être humain peut faire ça. Parce que là, on parle, OK, le viol, l'affaire de Squarneck et cetera, enfin toutes ces affaires et là, précisément, si on s'arrête un instant, se dire que l'être humain viole sa propre espèce, viole ses propres enfants, mais c'est pas possible, en fait. Par moments, on a l'impression que on est dans un film. Ça pose la question de l'origine du mal. C'est que c'est tellement barbare, c'est tellement inhumain que c'est pas humain. Ça rejoint, un projet de reportage que j'avais, essayé de vendre aux chaînes parce que je m'étais intéressé au satanisme. C'est intéressant et pareil, là, on m'a fermé la porte au satanisme alors que c'est une religion aux États-Unis, alors qu'il y a des églises de Satan en France, personne s'en intéresse. Satan, c'est quand même le premier comploteur. Allô? Le premier comploteur de l'histoire humaine. Qu'on n'y croit pas, c'est un fait. Et Satan aujourd'hui assez fidèle, assez rituel. Donc oui, vous faites bien de poser cette question, de dire: «Mais comment on peut arriver à de telles monstruosités?» Bah, Je repen je pense qu'il y a cette réponse qui est là, qui est le satanisme, il est très présent. On a évoqué à travers, dans les survivantes, l'une des survivantes parle de rituels, sataniques. pédosatanisme. Oui, je pense que Satan, il est bien présent et puis il a des bons relais sur terre. Il a Oui, des très, j'allais très vous bons en relais. reparler. Dernièrement, il y a une affaire qui est sortie, alors je ne me rappelle plus le nom de ce politicien, ce jeune politicien qui militait la journée et le soir, finalement, il allait, faire des crimes, sur les enfants, quoi, donc Ouais, c'est un militant de le paradoxe, enfin, je veux dire, on sent que l'être humain, il est ah, ça va plus, quoi. D'ailleurs, on voit notre humanité, on voit le monde aujourd'hui tel qu'il est, on sent bien qu'on est il y a une il y a quand même les racines, comme vous dites, du mal, où il y a une maladie qui ronge, quoi, qui ronge l'être humain. Vous, par rapport à ces enquêtes, que vous avez menées, notamment dans le témoignage, dans votre film Les Survivantes, auprès de ces personnes qui ont vécu dans des réseaux pédosatanistes,
Est-ce que vous avez compris, vous, comment ce passage-là, Non, cette bascule? sincèrement non, j'ai pas compris cette bascule et c'est la raison pour laquelle notre prochaine enquête va s'intéresser au monde de la pornographie. Parce que je pense, pour moi, c'est une étape importante. On vit dans une société où la pornographie aujourd'hui est accessible à des enfants de 4 ans, 5 ans, qui sont flingués d'ailleurs, c'est fini. Un enfant qui regarde de 4 ans, 5 ans, qui regarde un film porno, dans son cerveau, c'est une bombe nucléaire. Donc aujourd'hui, les gamins, les adolescents s'élèvent avec du porno. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir l'impact du porno sur peut-être sur la pédophilie. Est-ce que les gens qui s'abreuvent de pornographie peuvent passer à l'acte et s'attaquer ensuite aux enfants? C'est une vraie question. Quand vous avez des gamins de 11 ans, de 12 ans qui sont dans les tribunaux, qui sont accusés d'aller toucher des enfants qui ont 3 à 4 ans, 5 ans, 6 ans avec des objets, ça devrait poser question à tout le monde. Il est là le vrai sujet. Là, on parle de nos enfants. Moi, si j'ai pardon, je reviens, si j'ai continué à faire la suite de Hold Up avec Hold On et Hold Out, c'était parce qu'on allait toucher, on allait vacciner des enfants qui n'étaient en rien, concernés par cette vaccination. Aujourd'hui, vous avez des gamins de 12 ans, de 13 ans qui meurent de crise cardiaque. Enfin, c'est de la folie et là, c'est pareil concernant ces enfants, qui ont 12 ans et qui commettent des crimes juste insensés sur des nourrissons. Wake up! Qu'est-ce qui vous anime? C'est la soif de vérité. On vit dans le mensonge. Là, je me rends compte, en fait, en ayant soulevé le couvercle avec Hold Up, qu'en fait, que tout était faux, quoi. Qu'on est dans une culture du mensonge qui est juste abominable et en fait, de voir ce silence qui entoure toutes ces victimes de pédocriminalité, mais c'est la double peine. Non seulement vous êtes victime du viol et ensuite vous êtes victime du silence parce que personne ne vous entend. Mais il est temps de faire quelque chose quand même. Mmh. Qu'est-ce que vous attendez de cette série? Rien, j'attends rien, je fais. J'ai pas d'attente spécifique. Je suis content d'avoir fait cette série, parce que d'abord ça a été un long travail et je remercie, on est 9 coproducteurs aujourd'hui qui m'ont aidé pour cette série, parce que c'était un travail de longue haleine, hein. Et je pense qu'on a produit cette série la moins chère de l'histoire des séries, télé ou VOD et encore une fois, je le dis, désolé si on va vendre cette série, mais j'ai des coproducteurs qui ont mis quand même de l'argent et qu'il faut rembourser. Bah, j'imagine que vous avez des ingénieurs du son, des caméramans, enfin, vous avez des équipes qui travaillent avec vous, voilà. Justement par rapport Comme pardon, je ne suis pas payé par l'argent public pour ne pas travailler, parce que c'est ce que font la presse aujourd'hui, c'est ce que fait la presse aujourd'hui, et ben, voilà, je de travailler dans le cinéma ou de travailler sur des séries, bah, nécessite de l'argent. on va repartir un petit peu sur la structure de votre série. Donc vous avez différents sujets puisque vous avez huit épisodes de 52 minutes. Est-ce que vous avez tourné, uniquement en France? On est parti à l'étranger parce qu'on a notamment un sujet à 52 minutes qui s'appelle les fugitives. C'est des femmes qui ont décidé de fuir, comme Priscilla Maggiani qui a fui en en Suisse pour protéger sa fille qui a été victime de viol. Et ben, on est allé à la rencontre de 2 femmes qui ont eu ce courage de tout perdre en une journée. C'est-à-dire de partir de la France, de partir d'un autre pays, pour protéger leur enfant. Dans le film Les Survivantes, c'était un hommage aux femmes. Est-ce que dans cette série, on va découvrir aussi des hommes qui ont subi, Absolument. cet enfer? Oui, oui. On va en découvrir 2 notamment D'accord. dans l'histoire et voilà, on rend hommage à des survivants aussi, oui. Donc là, la structure de vos épisodes, vous nous avez parlé des 4 premiers numéros. Vous avez dit que peut-être il y aurait 2 saisons? Alors Donc oui, comme il y a 8 épisodes, la première saison, ben, le 1er sujet, je le dis rapidement, on va commencer par l'inceste, le plus courant malheureusement. L'inceste avec un sujet qui s'appelle, Parents prédateurs. Deuxième épisode, viol en médecin organisé avec l'affaire Le Squarneck. Là, on aura 2 épisodes pour bien parler de ces réseaux de médecins organisés, structurés, avec notamment un rôle important du conseil de l'ordre. Troisième épisode, ça va être flagrant délit d'injustice avec 2 volets, 2 52 minutes, qui montrent qu'à 20 ans d'intervalle, rien n'a bougé, qu'on est vraiment dans un dysfonctionnement des instances, judiciaires. Quatrième épisode, État prédateur. Donc là, on va montrer également, on va plonger au cœur de l'aide sociale à l'enfance, qui est un organisme qui est géant, voilà, qui est géantissime, mais 9 milliards, un budget de 9 milliards quand même, chaque année. C'est impressionnant le nombre d'enfants qui sont placés et on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a quasiment 70 de placements abusifs.
Donc ça, c'est les 4 premiers volets. Ensuite, on va parler des fugitifs, donc des mères courage qui ont tout quitté, mais tout quitté du jour au lendemain, je ne sais pas si vous imaginez. Voilà, qui ont fui la France pour protéger leur enfant du père violeur. Donc les fugitives, les réseaux, on va parler des réseaux, bien sûr. On va parler donc là, les réseaux, il y aura 2 volets de 52 minutes. Quand vous parlez de réseaux, c'est des réseaux pédocriminels et non pédosataniques ou vous allez reparler de ces On va se réintéresser à l'affaire du trou, on va se réintéresser à l'affaire Outreau, on va découvrir d'autres réseaux en parallèle. Mais voilà, on va faire un petit peu le point sur tout ça. C'est intéressant, avec le recul, de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui n'a surtout pas été fait. Voilà. D'autant plus qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis depuis, quoi, notamment sur l'affaire du trou. Heu, Comme, le dernier sujet, ça sera Nouveau départ, parce que moi, ce qui m'intéresse toujours dans tous mes films, c'est je termine toujours par une note positive. Comment on s'en sort? Comment on peut pardonner des choses aussi abominables que ces crimes? C'est des thématiques très précises dont certaines vont être décomposées en 2 parties. Partie 1, partie 2, notamment avec, les flagrants délits d'injustice, les viols en médecins organisés et surtout avec une, et ça vraiment je lui rends hommage avec une journaliste que je trouve fabuleuse, qui est Laurence Beneux. Elle a consacré, toute sa vie. Je sais qu'elle va sortir prochainement un nouveau livre, sur cette thématique et merci à elle, merci aussi à Karl Zéro, oui, merci tout à l'heure, vous disiez, il y a une toute petite poignée de journalistes qui osent briser le silence, merci à dont vous faites partie merci à aussi, Pascal Justice, qui a ouvert. vraiment qui a ouvert la voie et ça dès l'an 2000. On est en 2025, rien n'a bougé. Comment on ressort, en fait, d'une enquête comme ça, qui se termine aujourd'hui en 2025? Intérieurement, Comment on en ressort? C'est une question, pas facile parce que à la fois vous êtes animé par un sentiment de satisfaction. C'est-à-dire que vous avez accouché d'un sujet qui est grave et dont il faut parler et en même temps d'un sentiment de gratitude d'avoir échappé à ces fous furieux et paradoxalement, je vais dire quelque chose qui va vous surprendre. Je plains énormément ces personnes qui commettent ces monstruosités, vraiment. Car moi, je suis animé du fait de ma croyance, c'est pas de ma croyance, de la certitude qu'on n'est que de passage, hein, sur cette terre et donc voilà, la planète va nous survivre, hein, rassurez, la planète n'est pas en danger, elle va nous survivre. Par contre, la race humaine, elle est en vrai danger en ce moment. Pour répondre à cette question, j'aurais presque de la compassion pour ces, pour ces meurtriers, ces criminels, parce que je pense qu'ils ne mesurent pas ce qu'ils font. S'ils le mesureraient, je pense qu'ils arrêteraient tout de suite. Pour leur âme, parce que leur âme va va leur survivre et c'est important de prendre soin de son âme, même si aujourd'hui c'est un mot complètement démodé et dont tout le monde se fout. Parce que quand vous voyez des survivantes comme Séverine, comme Simone, comme d'autres, qui des femmes qui sont juste exceptionnelles, qui se battent, mais comme des lionnes pour défendre bah, là, vous vous réconciliez avec l'espèce humaine et oui, donc on est dans le morbide et à la fois dans une éloge à cet être humain qui ferait tout pour son enfant, en fait. bien sûr, bah, bien sûr et c'est pour ça que vraiment on est dans une, voilà, dans ce combat qui existe depuis que l'homme existe, ce combat entre le bien et le mal, c'est tout. Est-ce que dans cette série, vous avez eu, des rencontres qui vous ont vraiment marqué? J'ai du mal à les départager tellement, toutes ou tous, ils sont exceptionnels. Parce que leurs histoires, elles sont toutes, juste délirantes, de souffrance et de résilience également et que voilà, j'ai un respect infini pour toutes ces personnes. Un respect infini pour toutes ces personnes et j'en arrive presque aujourd'hui à avoir de la pitié pour les auteurs de ces crimes. Justement, les personnes qui sont dans votre série, qui ont eu le courage, de parler à visage découvert, dans tous ces épisodes, heu, est-ce qu'elles sont dans une attente de quelque chose? Parce que ce sont des affaires qui sont encore, en cours, c'est ça? Bah, Au niveau judiciaire? ce que je constate, c'est qu'elles sont toutes vraiment volontaires pour parler à découvert, pour faire surgir toute cette noirceur et pour la mettre au grand jour. Donc Mmh. oui, forcément, elles en attendent quelque chose et je pense que
déjà ce qu'elles vont recevoir, c'est déjà une protection. Parce que le simple fait de mettre au jour quelque chose qui est caché, quelque chose dont personne ne veut voir, quelque chose qui dépasse l'entendement et qui pour la première fois est mis au jour, oui, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. On voit, au-dessus de la poupée russe, la série qui ne va pas plaire à tout le monde. Ah bon? Petit clin d'œil pour dire: «Bah, voilà, ça va grasser un petit peu aux entournures et tant mieux». Cette série ne va pas plaire à tout le monde parce que forcément, elle va parler d'institutions, elle va parler de crimes institutionnels, elle va parler de choses qui dérangent un petit peu et de choses qu'on ne veut pas voir, que la société ne veut pas voir. On est dans un tel déni par rapport à déjà à la pédophilie, mais moi je il faut arrêter de parler de pédophilie, il faut dire pédocriminalité. La pédophilie est un crime. C'est pas ça veut pas dire aimer les enfants la pédophilie, c'est un crime. Donc il faut parler de pédocriminalité. C'est le bon mot. Le silence est la garantie pour tous ces criminels de rester tranquilles. La peur, elle est tellement forte vis-à-vis des victimes, on leur a tellement mis la peur, mis le couteau sous la gorge en disant: «Mais moi, si je parle, je meurs». C'est ce que dit Chantal, Frey d'ailleurs dans Les Survivants. Mais moi, il était hors de question que je parle, car je sais très bien que si je parle, demain, on me liquide. Or justement, le fait aujourd'hui d'être au grand jour, de parler à découvert d'une situation qui est juste abominable, bah, ça permet à tout le monde de se positionner. Quelque part, vous attendez rien de cette série, mais en même temps, elle risque un petit peu d'éclabousser, on va dire certains milieux. Bah, tant mieux, Mmh. bah, tant mieux, il faut se poser des questions quand même. Est-ce que vous Convenant trouvez que c'est souvent dans les mêmes milieux qui se passe, ce genre de crime? bah, je connais pas tous les mêmes tous les milieux donc Non, là souvent on parle de l'église d'ailleurs. oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette série, on va parler d'autres milieux, notamment le milieu de la médecine, qui est quand même très éclaboussant en ce moment et pas que. Il y a d'autres milieux. L'église, c'est on a fait le tour. Enfin, je veux dire que Non, mais on a l'impression que l'église, c'est le on va dire le noyau, de la pédocriminalité. ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est l'Église qui a inventé la Ah, pédocriminalité. C'est qui a par créé le pédocriminel. elle a créé le pédocriminel par le fait que, bah, les prêtres sont célibataires, ne peuvent pas se marier. On ne force personne à devenir prêtre. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Donc mais vous voyez, et comme il sait bien, il y avait une institution sur lequel on pouvait remettre tous les fardeaux. Moi, l'idée, c'est d'ouvrir justement, d'ouvrir d'autres angles, d'autres repères pour dire: «Non, attendez, c'est un fléau qui concerne tout le monde» et aujourd'hui, on le sait. Regardez dans le milieu du sport. Dans le milieu du sport, c'est quand même, il y en a un aux États-Unis, il a pris, 170 ans de prison pour avoir violé une jeune athlète, qui a été médaillée olympique. Voilà, donc je crois que si on avait la même justice en France que la justice américaine et je suis loin d'être admirateur de la justice américaine, parce que j'ai fait quand même un sujet de plus de 12 ans de tournage sur une histoire unique où on montre qu'une injustice énorme sur le plaider coupable. Donc je ne suis pas du tout en train d'applaudir cette justice américaine que je n'aime pas du tout. Sauf que en matière de pédophile, un pédophile qui prit la main dans le sac, il va pas prendre, du sursis ou il va être condamné et fortement condamné. Et pour vous, est-ce qu'il y a une urgence? Parce qu'on voit qu'il y a eu l'affaire Epstein, Puff Daddy, enfin, on est quand même dans une effervescence sur la pédocriminalité. C'est comme si on était dans une salle d'attente, on attendait qu'une affaire va éclabousser toutes les autres et qu'enfin la vérité va être dévoilée. Mais on voit bien que c'est latent, que c'est encore là, que vous voyez? Est-ce que vous, heu, vous auriez espéré aussi que pour ces affaires, notamment aux États-Unis, que ça sorte véritablement à ce moment-là aussi? Je suis pas dans l'attente. Vous dites que le monde est dans une salle d'attente, très bien. J'espère que le monde attend la bonne personne. Moi, je me souviens d'un sujet que je voulais faire, le nouveau messie qui risque d'arriver en se présentant comme le messie, qui s'appelle Maitreya. Voilà, enfin, moi, je me méfie de tout ça. Je me méfie de tout ça. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est encore une fois, c'est voilà, de faire des sujets que je trouve concernants, impactants et qui permettent de voir le monde tel qu'il est réellement et non pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Pierre Barnerias, pour vous, qu'est-ce qui manque dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Ah, il manque tout puisque le monde est complètement sans dessus dessous, il est dans le déni, il est dans l'attentisme, dans le enfin, il manque tout, il manque enfin, la question elle est tellement on est je le répète,
on est au bord du précipice. Donc qu'est-ce qui manque? Il manque la raison, il manque l'écoute, il manque le non-jugement. Et moi, ce qui me sidère, c'est de voir cette capacité de l'homme à automatiquement, dès qu'il voit, et ça, c'est la culture Facebook, c'est la culture des réseaux sociaux, on se juge sans cesse. Voilà, on est dans le jugement en permanence. Arrêtons. Vous êtes peut-être porté par la foi? Vous savez, il y a quelque chose qui me guide depuis toujours, c'est une phrase. Une phrase. Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu le sauver. Pas facile. Et cette phrase, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous, enfin pour l'espèce humaine, dont tout le monde parle. Il y avait tous les puissants de la planète qui étaient réunis pour la l'inauguration de Notre-Dame. Ben voilà, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc qui sommes-nous, êtres humains, pour juger qui que ce soit, si lui n'est pas venu pour nous juger? Donc le monde est sauvé, donc tout va bien. Le monde est déjà sauvé depuis 2000 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, nous avons une volonté, nous avons aussi une détermination d'améliorer ce monde quand même. Bah, je pense que là, on revient à ce fameux combat entre le bien et le mal. Quand vous voyez ces crimes juste monstrueux, vous dites bien que oui, je pense que Satan, il a des bons relais en France. En France et dans le monde. Mmh. Merci beaucoup Pierre Barnerias pour cet entretien. On a la chance de pouvoir découvrir un extrait de ces 8 épisodes. Mylène Steinman, ça vous dit quelque chose? Ah oui, de Finisa, oui, tout à fait. Je m'appelle Laurence Benet, je suis journaliste et ça fait plus de 25 ans que je travaille sur le problème de la protection des enfants face à la pédocriminalité. Il arrive avec la petite dans les bras, et là on le voit se diriger dans un coin du lit. Et là en fait il sort un sex toys quoi, avec mon bébé dans les bras, il prend un sex toys. Là je suis avec mes amis, on voit ça sur les images, je bascule dans l'horreur. Il ose parler, il ose dire quelque chose, et finalement l'institution, l'ASE lui dit « t'as parlé, eh bien on va te punir ». Des symptômes physiques, il avait des ganglions, il mangeait plus, il était en très mauvais état physique, il avait maigri, qui fait immédiatement un signalement, ce qui fait que j'en étais à 6 ou 7 signalements de médecin. Et ben, tout ça est passé, je peux dire à la poubelle ou pratiquement, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Au cours de votre carrière, qu'est-ce que vous auriez voulu que vous n'aviez pas? Il y a deux grandes manières de voir. La première, c'est de dire toutes les mesures protectrices sont dans la loi, ce qu'il faut, c'est que la loi soit appliquée. C'est dire. C'est quand même 13 ans que j'enquête, 12 000 pages d'écrits que j'ai écrits. Il y a des centaines de témoignages de victimes, de témoins que j'ai enregistrés. Là, ça a été l'apocalypse. Je suis droguée. Puis après, je suis mise dans un coffre de voiture. L'étranglement était là pour créer de la docilité pour les abus sexuels que j'allais subir dans cette espèce de fête pédophile dont j'étais l'objet. Alors voilà, je vais vous poser une question. Vous repartez dans 48 heures, mais je vais vous annoncer quelque chose. Vous ne repartez pas dans 48 heures. Tout ce que vous aviez avant, c'est terminé. J'avais à peu près 5 ans quand ça a commencé, jusqu'à peu près mes 10 ans. Plus qui touche à des enfants, que plus qui touche à une petite fille, j'arrive pas à le faire mettre en prison, il est toujours dehors. C'est mafieux, c'est tellement juteux, ça rapporte plus que la drogue. Les gens lèvent son bas et je découvre sa culotte pleine de sang. Quand il le regrette sincèrement, tu peux le pardonner. Ce qui n'est pas le cas de mon père. Le pardon, le vrai, il sauve. Mais il faut un travail gigantesque pour pouvoir le faire. Ma première réaction, c'est qu'on m'a volé ma vie. Et d'un autre côté, je me dis que
Si ce serait à refaire, je le referais.